Bonsoir et bienvenue dans Perspective. Aujourd'hui, comme dans les numéros précédents, nous allons surfer sur l'actualité de l'heure et cette actualité se rythme par rapport à l'invalidation de certaines candidatures au fauteuil présidentiel. Il s'agit de l'invalidation de candidatures de M. Gizenga, Antoine, de M. Mozito, de M. Jean-Pierre Bemba, de M. Sami Badibanga. Et cette invalidation est en train de nourrir les conversations dans les rues et les artères de la ville, province Kinshasa. Mais il y a aussi une autre thématique dont on parle beaucoup ces derniers temps, c'est l'invalidation de Jean-Pierre Bemba, mais au niveau de la réunion de l'opposition. Et on dit que l'UNC de M. Vital Kamere n'aurait pas signé le communiqué final. Et que ce même parti politique, l'UNC, aurait validé l'invalidation de Jean-Pierre Bemba. Pour en parler, sur ce plateau, Maître Gabin Loulendo, il est avocat, il est porte-parole adjoint de l'UNC, il est membre du directoire politique de ce même parti politique. Je vais recevoir également Maître Blanchard Mongomba, il est coordonnateur de l'Université populaire, il n'est pas encore ici, il est en route, semble-t-il, il pourra probablement nous rejoindre. Bonjour maître et bien revenu sur ce plateau après une absence d'environ 1 mois et demi, 2 mois. Vous allez bien? Oui, merci beaucoup, Monsieur Luc, pour l'invitation. Je veux bien. Une longue absence tout de même, Oui. due aux multiples responsabilités. Donc, je n'ai pas été suffisamment présent. Donc, aujourd'hui, j'ai tenu absolument à être là pour échanger avec vous. Je vous remercie de votre disponibilité. Vous me disiez toujours que vous aviez des tâches, j'allais dire, du parti, des tâches politiques que vous devriez accomplir pendant ce moment de votre absence. Et bon, ma foi, vous voici, vous voilà. Première question, votre parti, l'UNC, se porte bien? L'Union pour la nation congolaise se porte très bien, son président national aussi. Donc tout marche, des réunions qui se multiplient, des stratégies qui s'arrêtent. Cap pour les élections, cap vers les élections du 23 décembre 2018. Donc l'UNC est prête pour ces élections, pourvu que ces élections soient libres, démocratiques et transparentes, où la volonté du peuple va être respectée. Donc c'est cela qui nous intéresse. Et nous voulons aussi également que les climats soient appropriés parce que il y a l'accord de la Saint-Sylvestre qui a été signé. Donc toutes ces garanties, si elles sont données et qu'on abandonne la machine à tricher pour gagner, on regarde la problématique liée au fichier électoral et que d'autres problématiques par rapport à la décrispation politique ainsi que d'autres mesures, tout cela contribuera certainement à une élection libre, démocratique et transparente. Et voilà ce que l'UNC attend et nous nous battons pour que ce chose-là arrive. Vous parlez élection, vous-même vous êtes candidat, que je sache? Oui, je suis candidat à la députation nationale dans la circonscription du Moamba. Donc, la campagne n'a pas encore commencé, mais toujours est-il que je suis candidat et les listes qui ont été publiées par la CENI l'attestent si bien en attendant la confirmation par la Cour constitutionnelle. Je disais tout à l'heure que
nous allons parler de l'invalidation de certaines candidatures. Il y en a 5 au total, hein, dont celle de Jean-Pierre Bemba, de M. Adolphe Mouzito, de M. Antoine Gizenga et de M. Sami Badibanga. Alors, globalement, comment vous avez accueilli la publication de la liste pour les présidentielles, mais également pour la députation nationale dont vous êtes candidat? Tout le monde était dans la fièvre parce qu'il y a eu beaucoup des supputations, beaucoup de rumeurs sur l'invalidation de tel ou tel autre leader de l'opposition. C'est cela qui a d'ailleurs donné lieu au communiqué qui a été signé par les membres de l'opposition en disant que les éléments probants à la disposition de l'opposition attestaient qu'un ordre avait été donné à Corneille Nangaa pour invalider principalement la candidature de M. Jean-Pierre Bemba et de M. Félix Tshisekedi Chilombo. Donc, du coup, il y a eu quand même une température qui montait pour ce faire. Donc, nous, au niveau de l'Union pour la nation congolaise, nous avions pensé qu'il était nécessaire d'attendre que le communiqué, en tout cas que la décision de la CENI soit là, pour qu'en fonction de cette déclaration, ou en tout cas la décision de la CENI, nous puissions faire une déclaration de l'opposition. C'est ainsi que le président national, l'honorable Vital Kamerhe, qui était présent, avait apporté les amendements, avait en même temps demandé qu'on attende un peu la publication de la décision de la CENI avant de pouvoir réagir. Bon, mais son absence, donc finalement, la déclaration de l'opposition a été faite. Et par la suite, avec ce qui s'est passé, c'est-à-dire le fait que la CENI a dû publier, rendre publique la décision, et finalement, tout le monde s'est rendu compte que la voie qu'il avait choisie, c'était la voie de la sagesse, parce que suivant la décision qui a été faite, vous allez vous rendre compte que seul M. Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mouzito, ainsi que d'autres sont concernés, pas Félix Tshisekedi, alors que dans le communiqué, il était nommément cité. Donc, de temps en temps, je sais que on peut également, devant des situations comme ça, se calmer un peu pour qu'on puisse agir en connaissance de cause et ça nous rend beaucoup plus responsables. Donc, contrairement à ce qui s'est raconté, il n'avait pas refusé de signer, il s'est présenté, il a fait des amendements et il avait conseillé à ses collègues de l'opposition d'attendre la publication pour qu'on ne nous accuse pas de pouvoir faire des choses de façon réactionnaire, pas en connaissance de cause. Alors vous voyez qu'on peut avoir des éléments qualifiés de probants, mais lorsqu'on dit qu'on a des éléments qualifiés de probants et que par la suite on cite Félix Tshisekedi alors que lui n'est pas concerné, donc la sagesse aurait exigé que nous puissions attendre un peu. Bon, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent entre les êtres humains. Alors, parlons sincèrement. L'invalidation de quelques candidatures de l'opposition, ça fait quand même votre affaire. Non, parce que nous voulons que le processus soit inclusif, d'autant plus que on est en train aussi d'exclure quelques poids lourds de l'opposition. Jean-Pierre Bemba n'est pas le moindre, Moïse Katumbi déjà dès le départ, Adolphe Mouzito ainsi que d'autres. Nous voulons que tous les candidats de l'opposition puissent être retenus et s'ils sont retenus, ça permet que nous puissions avoir des discussions, chacun apportant sa touche pour qu'effectivement nous puissions retenir un qui va porter le programme de l'opposition dans son ensemble et que nous puissions soutenir celui-là pour qu'il puisse être élu par le peuple congolais. Mais malheureusement, à ce jour, on constate que la CENI a dû prendre une décision qui nous étonne, qui nous inquiète, en invalidant le sénateur Jean-Pierre Bemba, président national du MLC, en invalidant Mouzito principalement, et nous ne comprenons pas pourquoi cela s'est fait.
Cela nous donne encore un peu plus raison lorsque, au sein de l'opposition, on avait estimé qu'il était tôt de pouvoir déjà désigner les candidats communs de l'opposition. Parce qu'on voulait que nous puissions déjà le faire. Et si nous l'avions fait avant, aujourd'hui, on aurait regretté que peut-être celui qui a été choisi ou qui aurait été choisi puisse être, comment dirais-je, écarté. En ce moment-là, on allait être coincé. C'est pourquoi en politique, il faut aller des fois avec beaucoup d'intelligence et de sagesse, etc. Mais toujours est-il que l'Union pour la nation congolaise a rendu public un communiqué suivant le communiqué rendu public par l'Union pour la nation congolaise, signé par le président national. Nous sommes solidaires à l'égard de tous les membres de l'opposition qui ont été comment dirais-je, dont les candidatures ont été rejetées par la CENI. Nous regrettons cette décision de la CENI et nous espérons que la Cour constitutionnelle dira le droit en âme et conscience et que ces compatriotes qui ont été injustement écartés pourront avoir droit au chapitre pour pouvoir également compétir parce que nous voulons aller à l'élection ensemble. Mais je voudrais quand même donner un commentaire selon les cas des gens qui ont été invalidés, oui, si vous le permettez. Justement, mais avant d'en arriver là, vous dites que l'élimination de certaines candidatures de l'opposition, ça ne vous enchante pas. Vous auriez préféré que tous fussent là pour que finalement vous ayez un dialogue afin de vous choisir, si besoin est, un candidat unique sur base de quoi justement? Non, mais lorsque les gens se parlent, ils se regardent dans les yeux, connaissant les faiblesses des uns et des autres, identifiant le programme des uns et des autres, peut-être après un débat houleux pour savoir quelle est cette personne qui peut bien porter le programme de l'opposition. Les critères ne manquent pas. Probablement, chaque candidat pourrait venir avec ses critères et on pourrait alors voir quels sont les critères qui sont communs à tous les candidats, quels sont les critères qui divergent et en fonction de ça, essayer de mettre tous ces critères ensemble pour dégager une certaine cohérence et à partir de ce moment-là, c'est dire quels sont ces candidats qui vont pouvoir, comment dirais-je, quel est ce candidat qui va porter le programme de l'opposition dans son ensemble et au besoin, pourquoi n'est pas organisé, nous avons quand même des journalistes chevronnés dans ce pays, identifier un panel de journalistes chevronnés qui ont une indépendance d'esprit, qui ne seront pas complaisants vis-à-vis des candidats, etc., pour que finalement un débat puisse avoir lieu. À l'issue de ces débats, eh bien, on peut dire non, nous pensons qu'effectivement tel sort du lot et que nous pensons que s'il peut porter notre programme dicté. Donc là où il y a les hommes, il y a toujours une solution, les formules ne manquent pas, chacun peut amener la formule, mais pourvu que nous puissions dégager un candidat commun, parce qu'effectivement nous voulons offrir à notre peuple non seulement l'alternance, mais aussi l'alternative. Et que pour cela, cet exercice peut toujours être important. Nous allons revenir sur l'analyse de l'invalidation de chacun des candidats, mais est-ce que, à présent, la possibilité d'avoir un dialogue entre différents candidats s'est exclue ou est-ce que c'est encore possible? Parce que il y a certains candidats présidents de la République que nous avons reçus sur ce plateau qui ont dit les autres, parlant de vous par exemple, se disent de grosses baleines et que eux seraient des menus frétins. Est-ce que ce langage-là ne ferait pas ombrage justement à ce dialogue, à cet échange entre différents candidats? Bon, mais il appartient à chaque parti politique de qualifier son candidat comme il l'entend. S'ils ont également leurs militants, libre à eux de qualifier tel ou tel autre d'être baleine, d'être requin, etc. Donc personne ne peut interdire aux autres d'avoir un langage par rapport à son candidat. Donc les partisans de l'UDPS les feraient pour leur candidat, les partisans de l'UNC les feraient également pour leur candidat, MLC, les partis de M. Matungulu également, etc. Donc, suivant
qu'on appartient à tel parti politique et qu'on croit à la candidature de son président, on peut attribuer à cette candidature, ou en tout cas à son parti, toutes les épithètes du monde. Cela ne devrait pas en principe poser le problème, d'autant plus qu'on n'interdit pas aux partisans de ceux qui se sentent lésés de pouvoir le faire également. Ça, si on est en politique, chacun vante les mérites de son candidat. Mais à un moment donné, il sera question effectivement qu'on se regarde dans les yeux. Ce n'est pas parce que moi je suis candidat que je ne connais pas mes faiblesses. Donc à un moment donné, c'est se regarder dans les yeux en disant, mais est-ce qu'il est logique que tel puisse se désister en ma faveur, ou bien c'est le contraire qui serait possible. Ces réalismes-là est également important en politique. Sinon, on risque d'avoir des ambitions surdimensionnées sans tenir compte du fait que son rayon de son opérationnalisation se trouve seulement à 5 km à l'intérieur de Kinshasa, pas au-delà de 5 km. Donc il faut savoir se connaître, savoir se mesurer soi-même et faire aussi l'introspection pour dire oui, je pense que j'ai trop poussé loin les bouchons. Parce qu'au-delà du soutien qu'on attend des autres, il faut que vous ayez quand même aussi un parti politique, ou en tout cas un regroupement politique qui a pignon sur rue et qui s'étend sur l'ensemble du territoire national. Donc déjà, vous-même, vous pouvez être capable de vous battre sur l'ensemble du territoire national, de telle sorte que l'appui des autres puisse être comment dirais-je, puisse être un élément supplémentaire ou complémentaire à votre victoire. Mais si vous n'avez pas un parti politique qui a pignon sur rue, qui n'est pas implanté sur l'ensemble du territoire national, qui se trouve seulement à Arou, etc., ou en tout cas dans une commune bien déterminée, Lemba ou Limete, eh bien, vous voyez que vous allez donner encore la tâche beaucoup plus difficile aux autres de vous faire connaître sur l'ensemble du... Tous ces critères devraient présider au choix du candidat commun de l'opposition, et ce n'est pas sorcier de pouvoir le faire si nous aimons ce peuple. Donc, de prime abord, il y a des candidats qu'on qualifierait de baleines et d'autres, au regard de la représentativité de leur parti politique, ils seraient de menus frétins. Avec chacun ses épithètes. Donc, moi, je n'en fais pas un problème. Le plus important, c'est que nous puissions regarder l'intérêt de la nation et qu'au nom de cet intérêt de la nation, nous puissions mettre de côté nos égaux. Parce que justement, s'il n'y a pas de critères, ne serait-ce de l'implantation du parti à travers la République, ou en tout cas de l'audience du candidat sur l'ensemble du territoire national, c'est quand même un pays qui est très très vaste. Comment vous résolvez les problèmes? Donc c'est des éléments qui vont entrer en ligne de compte. Mais les épithètes, ou en tout cas des mots que chacun peut utiliser pour qualifier son champion ou son candidat, libre à chaque parti et ses partisans de pouvoir les faire. Mais cela ne devrait pas être considéré comme une insulte. On est en politique, c'est tout à fait normal que tel ou tel autre aille dans un sens tout comme dans un autre. Mais le plus important, c'est de ne pas verser dans les insultes, dans les injures ou moqueries vis-à-vis des autres, parce que cela peut être frustrant, et si cela est frustrant, ça peut porter un coup fatal à l'unité de l'opposition dont nous avons amplement besoin. Alors, Maître Loulendou, mis à part le candidat de l'UNC, est-ce que vous avez une petite idée sur les autres candidats? C'est lui, par exemple, sur qui on peut jeter les dévolus pour concourir au siège présidentiel cette fois-ci. Moi, je ne citerai personne en particulier parce que je voudrais laisser les principaux leaders de l'opposition avoir le temps de se retrouver, se regarder en face, se dire certaines vérités, mais pourvu qu'on débouche sur une candidature commune de l'opposition, c'est pour cette raison que je n'ose pas citer un autre candidat de peur qu'on dise je citais tel ou tel autre candidat. Vous savez que je suis porte-parole adjoint de l'Union pour la nation congolaise. Mon candidat, c'est l'honorable Vital Kamerhe, c'est connu. Bon, mais mon candidat n'est pas le seul, il y a d'autres candidats. C'est à eux de pouvoir se retrouver ensemble pour discuter et trouver un candidat commun de l'opposition. Donc, je n'en dirai pas plus que ça. Alors, pourquoi l'UNC, d'après ce que nous avons entendu, a plaidé pour
l'invalidation de la candidature de Jean-Pierre Bemba? J'ai aimé parce que d'abord, lors de votre première formulation, vous avez dit aurait. Bon, maintenant pour la deuxième formulation, à plaider. Donc j'aurais bien souhaité que vous puissiez rester dans aurait, parce que justement, nous sommes dans un pays des rumeurs, hein. Les rumeurs elles vont plus vite que les vents dans ce pays. Les gens peuvent commencer à insulter les autres sans aucune preuve, peuvent aller dans tous les sens, etc. Soyez même rassurés que même au sein de l'Union pour la nation congolaise, il y a eu des débats houleux parce que certains qui ne connaissent pas ces choses, qui ne savent pas ce qui s'est passé, qui ne sont pas le plus proche possible des décisions qui se prennent, ont dû d'une façon ou d'une autre avoir également leurs propres considérations. Mais toujours est-il que après, il se révèle que c'est faux. Bien au contraire, notre délégué a beaucoup soutenu la candidature de Jean-Pierre Bemba. Je ne parle pas en vain, je suis quelqu'un de sérieux. À ce jour, personne n'ose en parler parce que tout le monde est maintenant convaincu que le délégué de l'Union pour la nation congolaise a soutenu la candidature de Jean-Pierre Bemba au niveau de la CENI. Notre délégué s'appelle Gustave Omba, il est membre de la plénière. Lors de la décision qui a été prise, lors des débats, eh ben, il a été le seul avec la déléguée du MLC à soutenir la candidature de Jean-Pierre Bemba. Donc, notre témoin, c'est la déléguée du MLC. Donc, si vous avez un moindre doute, je vous demande d'interroger la déléguée du MLC au niveau de la CENI et cette déléguée vous dira qu'effectivement, le membre de l'Union pour la nation congolaise, Gustave Omba, a bel et bien soutenu la candidature de Jean-Pierre Bemba. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir comment fonctionne la loi organique, comment fonctionne la CENI au regard de sa loi organique. La CENI est composée donc de 13 membres, dont un membre de l'UNC et membre du MLC et d'autres, etc. Donc, en principe, les décisions de la plénière de la CENI se prennent par consensus. Mais à défaut d'un consensus, les décisions se prennent à la majorité. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et en cas même d'égalité de voix, c'est la voix du président qui est prépondérante. Ça veut dire que les candidats de l'Union pour la nation congolaise, qu'est-ce que je dis, les membres de l'Union pour la nation congolaise qui est à la CENI et la déléguée du MLC qui est à la CENI ont soutenu la candidature de Jean-Pierre Bemba. Mais sur 13, ils sont nombre de 2. Ce qui signifie que les 11 autres, s'ils disent oui, la décision passe. Donc, il faut distinguer le moment où le vote intervient et la signature d'un procès verbal. Ce sont deux choses différentes. Lorsque le vote intervient, quelle a été la position du délégué de l'Union pour la nation congolaise? La position du délégué de l'Union du délégué de l'Union pour la nation congolaise était de dire qu'il n'est pas soutenable juridiquement que la candidature de Jean-Pierre Bemba puisse être, comment dirais-je, rejetée. Et telle également était la position de la déléguée du MLC. Mais après le vote, les délégués ou la déléguée du MLC est sortie de la salle, le nôtre est resté. Pourquoi devrait-il sortir de la salle dès lors que la décision avait déjà été prise et que les deux ont été minorisés du point de vue du vote? Et c'est à cause de cela que votre délégué, justement, parce que nous parlons de vous, n'a pas pu signer le communiqué final. Oui, mais en fait, parce que quand on dit procès verbal, les gens ne comprennent pas. Le procès verbal constate la décision qui a été prise. Mais c'est le compte rendu qui donnerait les détails de ceux qui ont voté pour et ceux qui ont voté contre. Et vous allez vous rendre compte que si vous lisez le compte rendu, vous allez vous rendre compte que parmi les gens qui ont dit oui à la validation de la candidature de Jean-Pierre Bemba, notre délégué est dedans. Donc, moi je dis, c'est des supputations, il faut laisser les gens faire des rumeurs leur pain quotidien.
Nous, au niveau de l'Union pour la nation congolaise, on s'interdit de choisir l'émotion ou la passion. Nous choisissons la raison. Et chaque fois qu'il sera question de choisir la raison, on n'hésitera pas contre vents et marées. Donc, on n'a qu'à poser la question à la déléguée du MLC si notre candidat a soutenu la candidature de M. Jean-Pierre Bemba, président national du MLC, ou pas. Et à cette question, la réponse est positive. Notre candidat a bel et bien, notre membre à la CENI a bel et bien soutenu la candidature de M. Jean-Pierre Bemba. Et les témoins oculaires, c'est la déléguée du MLC. Voilà. Alors, par rapport aux raisons qu'on avance qui auraient milité pour l'invalidation de la candidature de M. Jean-Pierre Bemba. On dit avoir été condamné par la Cour suprême, la CPI, la Cour pénale internationale, avoir été coupable, reconnu coupable de la subornation de témoins, ainsi de suite. Est-ce que vous trouvez que ces raisons-là sont suffisantes juridiquement pour que la candidature de Jean-Pierre Bemba soit finalement écartée de ceux qui doivent concourir? D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que notre position est claire. L'infraction de subornation des témoins n'est pas égale à l'infraction de la corruption. Dans la mesure où, quand vous lisez la loi électorale, en particulier l'article 10, la loi électorale détermine les infractions pour lesquelles, lorsqu'on est condamné, on est inéligible. Les infractions qui rendent la candidature de quelqu'un inéligible du fait de la condamnation de façon irrévocable à un certain nombre d'infractions. Et ces infractions-là sont limitativement déterminées à travers l'article 10 de la loi électorale. Crimes contre l'humanité, crimes de génocide, crimes de guerre, détournement des deniers publics, pillage, je crois, des ressources naturelles, corruption, viol, meurtre, etc. Donc, pour les infractions qui ont été limitativement déterminées à travers l'article 10 de la loi électorale, lorsqu'on est condamné de façon irrévocable, eh bien, cela vous rend votre candidature inéligible. C'est aussi simple que cela. Le législateur n'a pas indiqué ces infractions de façon, comment dirais-je, indicative. Parce que lorsque le législateur, dans l'énumération, veut montrer que la liste continue pour prendre les mêmes infractions ou les infractions qui sont similaires ou qui vont dans l'esprit de la loi, les législateurs utilisent un certain nombre d'adverbes, notamment en particulier. Lorsque le législateur dit notamment et cite les infractions, c'est que cette liste-là n'est pas limitative. Elle est juste indicative. Mais lorsque le législateur cite les infractions limitativement déterminées, il n'appartient à personne d'ajouter une infraction que le législateur n'a pas ajoutée. Le législateur parle de l'infraction de la corruption. Or, ceux qui disent que l'infraction de la corruption est celle de subornation des témoins, ce sont des infractions, comment dirais-je, similaires. Il y a même un grand pénaliste qui a dit une forme de corruption. Mais une forme de corruption n'est pas corruption. Parce que justement, la beauté du droit, c'est qu'on peut arriver au même résultat, mais tantôt les moyens qui ont été utilisés ou les temps qu'on a mis pour pouvoir agir ou les précautions qu'on a dû prendre pour pouvoir agir peuvent faire qu'on puisse créer un distinguo entre les infractions. C'est ainsi que vous avez l'infraction de meurtre, vous avez l'infraction, comment dirais-je, d'homicide involontaire, vous avez l'infraction de l'assassinat, et vous avez d'autres types d'infractions. Vous savez que, par exemple, l'infraction d'assassinat, c'est lorsque vous commettez le meurtre, le résultat, c'est qu'il y a eu mort d'homme. Mais quand il y a mort d'homme, et que ces morts d'homme a été bien pensé, bien réfléchi, bien prémédité, ça cesse d'être le meurtre, ça devient l'assassinat.
avec des circonstances atténuantes parce qu'on estime que la nuit porte conseil. Vous avez eu suffisamment le temps de revenir au bon sens pour ne pas commettre l'acte répréhensible, mais que finalement, vous avez décidé de commettre l'acte répréhensible. C'est que la nuit ne vous a pas porté conseil, c'est que tous les temps que vous avez mis pour perpétrer l'acte infractionnel n'a rien changé en vous. Vous êtes d'une dangerosité telle que la nuit n'a pas porté conseil, des éléments du temps n'ont pas pu vous apaiser pour que vous reveniez au bon sens et par voie de conséquence, vous serez sanctionné avec une circonstance aggravante. Donc, le fait c'est qu'il y a eu mort d'homme, mais les circonstances font que devant une situation de mort d'homme, l'infraction est soit qualifiée d'homicide involontaire, selon qu'on n'avait pas la volonté de pouvoir d'atteindre le résultat, mais finalement, en faisant, le résultat est là, c'est mort d'homme. Ou alors, selon qu'il s'agit du meurtre, vous avez donné avec l'intention de tuer, mais aussi la préméditation, dans la mesure où vous avez concocté votre plan, etc., jusqu'à les mettre en exécution. Et il y a une sorte aussi d'assassinat qu'on appelle l'empoisonnement. À travers l'empoisonnement, c'est que vous voulez donner la mort à quelqu'un, mais en utilisant une substance susceptible de donner promptement la mort, plus ou moins promptement la mort. Donc, je veux quelque part, je prépare très bien mon petit poison dans un petit papier. J'invite Monsieur Luc à venir, tout etc. En l'invitant, pendant qu'il va se soulager, je prends le petit poison, je mets dans son vin. Et lorsque Monsieur Luc prend le vin, il trouve la mort. Alors, c'est l'assassinat parce que justement j'ai prémédité l'acte. Mais cet assassinat qui consiste à utiliser une substance susceptible de donner plus ou moins promptement la mort s'appelle empoisonnement. C'est ça la beauté du droit. Donc que le législateur ait parlé de la corruption et qu'on dise que la corruption est égale à la subornation des témoins, encore que du point de vue du régime juridique, ce que l'une de ces deux infractions est traitée à l'article 129 du Code pénal et que l'autre infraction est traitée à travers l'article 147 du Code pénal, avec les deux taux de peine différents. Donc, la peine pour l'infraction de subornation des témoins est moindre par rapport à la peine que le législateur a prévue pour l'infraction des corruptions. Donc, la CENI a mal, encore que je pense que ce n'était pas son rôle, parce que là, la CENI a fait une interprétation selon laquelle subornation des témoins est égale à corruption, auquel cas Jean-Pierre Bemba doit être écarté. Et nous estimons que c'est inacceptable, inadmissible. Et nous condamnons cela. Et vous donnez quelle chance aux avocats de Jean-Pierre Bemba d'avoir gain de cause au niveau de la justice? Mais si la justice n'est pas aux ordres, si la Cour constitutionnelle n'est pas aux ordres et qu'elle applique ce qu'on appelle l'obligation d'ingratitude vis-à-vis de la Kabylie ou de la mouvance présidentielle, la conséquence logique serait d'accéder à la demande de M. Jean-Pierre Bemba en déclarant sa candidature recevable. Ça, c'est pour Jean-Pierre Bemba. Monsieur Gizenga. Monsieur Gizenga, la CENI peut avoir raison parce que je n'ai pas eu droit au dossier. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Il semble que ceux qui ont signé les actes, ceux qui ont signé les actes n'avaient pas eu qualité. Parce qu'en principe, si vous devez signer les actes en mon nom, vous devez être muni d'un mandat, un mandat spécial. Donc, je dois vous donner un mandat spécial pour que vous puissiez agir en mon nom. Et si ces mandats n'existent pas, eh ben, c'est tout à fait normal et logique qu'on puisse déclarer le dossier irrecevable. Donc, de ce point de vue, mais encore sous réserve, parce que je n'ai pas eu droit au dossier, je ne peux pas aller plus loin que ça. Mais il me semble que pour Gizenga, si effectivement des gens qui ont signé les actes n'avaient pas reçu mandat qui leur donnerait qualité de pouvoir agir au nom de Gizenga, il est de bon droit en ce moment-là qu'une candidature puisse être déclarée irrecevable. Mais encore que je dis, je n'ai pas eu accès au dossier, donc je ne peux pas aller plus loin que ça. Mais c'est le bon sens parce que du point de vue de l'orthodoxie juridique, c'est comme ça que les choses pourraient bien se passer. Cela veut dire que M. Néhémie
qui a signé pour Emmanuel Ramazani, lui, au moins, a reçu toutes les autorisations du concerné. Je ne sais pas, c'est pourquoi j'ai dit, je donne cet avis en tenant compte du fait que c'est ce qui a été rapporté. S'il est vrai que des gens qui ont signé les actes pour les patriarches Antoine Gizenga n'ont pas présenté les mandats en vertu duquel ils agissaient, c'est tout à fait normal qu'on La puisse CENI considérer. aurait eu raison. Voilà. Alors, mais si ils ont effectivement eu les mandats, il n'y avait aucune raison de pouvoir écarter ces candidats-là. Monsieur Adolphe Muzito. Pour Adolphe Muzito, au regard de ce qui avait été dit, conflit d'intérêt avec son parti. Quand on dit conflit d'intérêt avec son parti, non, conflit d'intérêt avec son ancien parti. Encore que si on dit son parti, c'est pas vrai parce que Adolphe Muzito, non seulement il avait été suspendu pour une durée non déterminée par les instances du parti, mais par la suite, il a pris ses responsabilités en démissionnant du parti. Donc dès lors qu'il a démissionné du parti, il a cessé d'être membre de ces partis-là. Donc lorsqu'il cesse d'être membre de ces partis-là, il n'a pas besoin de l'autorisation de son parti, ou on dit non, on l'a vu avec la base du Palou. Comment savoir encore que même si c'est la base du Palou, ça veut dire que la base du Palou a décidé de le suivre. Il ne peut pas payer pour des gens qui librement ont adhéré au Palou, mais qui à un moment donné peuvent estimer que les options arrêtées par leur parti politique ne correspondent pas à leurs intérêts, ne correspondent pas à leur vision. Ils prennent leur clic et clac. Donc, de ce fait, Adolphe Muzito ne peut pas payer du fait parce qu'il est prouvé qu'effectivement, il avait démissionné du parti, que le parti avait déjà été notifié de cette démission. Donc, partant de cela, la CENI n'est pas en droit de dire qu'effectivement, Muzito ne peut pas se représenter et ne peut pas porter sa candidature pour la simple bonne raison qu'il y aurait un conflit d'intérêts avec son parti. Ça ne fait pas sens juridiquement, ce n'est pas sérieux. Si la CENI a des juristes sérieux, ils ne peuvent pas arriver à une telle conclusion. Alors, concernant ce cas, M. Emmanuel Chadari, on le connaît très bien. On sait qu'il est du PPRD, qu'il a signé la charte de FCC et qu'il a été présenté publiquement sous le label FCC. Mais il se présente comme un indépendant. A-t-il présenté, lui, son acte de démission par rapport à son parti pour dire que maintenant, je quitte le parti, je suis indépendant, ainsi de suite, ainsi de suite? Mais pour Chadari, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent et qui montrent quand même qu'il y a l'anguille sous roche, ne serait-ce du point de vue juridique. C'est que le PPRD avait une formule qui consistait à avoir un secrétaire général et la suite. Et par la suite, ils ont modifié leur statut. C'était un secrétaire permanent. Maintenant, l'équivalent pratiquement du secrétaire général chez eux, au regard de leur nouveau statut, c'est secrétaire permanent. Et il me semble que, en regardant les statuts du PPRD actuellement, c'est que le secrétaire permanent, il est nommé par les présidents du parti, parce que maintenant ils ont un président du parti. Et le président du parti lui-même est désigné lors du congrès du PPRD. Alors, je ne comprends pas comment ils sont arrivés à quitter de leur ancien statut vers le nouveau statut sans que le congrès ne soit tenu. Le congrès n'a pas eu lieu parce que c'est le congrès qui aurait permis de désigner le président. Lequel président a le droit de pouvoir désigner les secrétaires permanents et les autres membres les plus importants du parti. Or, le congrès n'a pas eu lieu. Donc, en toute logique, ces gens n'ont pas un président parce que, au regard de leur statut, le président est désigné par le congrès. Alors, maintenant, une autre question. Ramazani a été désigné comme secrétaire permanent par qui? Qui l'a désigné comme secrétaire permanent? L'autorité morale? Non. Au niveau du parti, c'est le président du parti qui devait les désigner. Alors, si c'est M. Joseph Kabila qui a désigné Ramazani comme secrétaire permanent, ça veut tout simplement dire
que M. Joseph Kabila, en tant que président de la République, ne peut pas être chef d'un parti politique pour poser des actes. C'est que si lui a posé l'acte de nomination de M. Chadari comme secrétaire permanent, cet acte-là est irrégulier du point de vue juridique. Et par la suite, c'est que M. Ramazani, qui probablement a signé tous les documents en rapport avec les C, il y a beaucoup de C là-bas, hein, C5, C6, C7, etc. Probablement celui qui a signé tous ces documents, ces formulaires de la CENI au nom de sa famille politique, les PPRD, en tant que responsable, étant donné qu'il a la qualité de secrétaire permanent, encore que je montre qu'il y a un problème là-dessus. Comment quelqu'un qui signe les actes comme secrétaire permanent d'un parti politique peut se présenter comme étant un indépendant? Donc c'est tellement flagrant que si la CENI ne dormait pas dans la même chambre avec le PPRD ou la mouvance présidentielle, mieux encore sur le même lit, en principe, c'est des choses sur lesquelles... Invalidé. Voilà, parce que si la CENI a dû invalider Muzito sous prétexte qu'il y a conflit d'intérêts avec son parti, alors que les actes mis à sa disposition montraient noir sur blanc que Muzito avait bel et bien démissionné de son parti. À plus forte raison, tout ce que je viens d'indiquer comme irrégularité dans les chefs de M. Chadari. Donc, M. Chadari, davantage, devait être invalidé parce que son cas est encore beaucoup plus grave que celui de Muzito, dans la mesure où je ne vois pas quelle relation il y a entre la base qui a décidé de soutenir Muzito avec son invalidation. Mais maintenant, les derniers cas, c'est Sami Badibanga. Sami Badibanga. Très rapidement, maître. Sami Badibanga, c'est vrai que je ne suis pas d'accord avec lui. Mais vous voyez, monter, il en restera quelque chose. Lorsqu'il était question, lorsqu'on a découvert que Sami Badibanga était un citoyen belge, parce qu'on voulait sauver les meubles, étant donné que c'était les pions que la mouvance présidentielle avait dû utiliser pour la salle Besogne, on a fabriqué nuitamment, dans un espace de 48 heures, on a fabriqué nuitamment une attestation de recouvrement de la nationalité par Alexis Ntambwe Mwamba, ministre de la Justice, pour dire non, il a recouvré la nationalité belge. Mais c'est un mensonge. Parce que du moment où on a découvert la nationalité congolaise. Du moment où, je parle de la nationalité, les recouvrements de la nationalité congolaise. Parce que du moment où on a découvert qu'il avait la nationalité belge, l'ordonnance avait déjà été prise, l'ordonnance de nomination comme Premier ministre. La conséquence logique, c'était quoi? La conséquence logique, c'est que cette ordonnance devait être retirée ou en tout cas annulée. Parce que justement, lorsque cette ordonnance est intervenue, Sami Badibanga était belge. Mais parce que c'était leur salle besogne, c'est un pion qu'on avait pris pour jouer les jeux de la mouvance présidentielle, dans 48 heures. Encore que même lorsque l'individu renonce à la nationalité belge qu'il avait acquise, eh bien, il y a une procédure suivant le droit interne belge à suivre jusqu'à ce que la Belgique vous donne un document qui atteste que vous avez cessé d'avoir la nationalité de ces pays-là. Mais dans 48 heures, quelle est la procédure qui avait été suivie et quel est l'acte qui avait été donné à M. Sami Badibanga pour dire que désormais, il avait cessé d'être un citoyen belge? On n'avait pas eu cet acte-là. Et suivant, quel est le soubassement du dossier que M. Sami Badibanga a dû déposer auprès du ministre de la Justice pour obtenir l'attestation de recouvrement de la nationalité? Ça veut dire que c'est une magouille qui a été recouvrée. Mais ici, on rejette son dossier sous prétexte que M. Sami Badibanga n'a pas la nationalité congolaise d'origine. Mais ma foi, je me dis, mais on est dans quel monde? Recouvrer signifie récupérer ce que l'on a perdu. C'est ça. Sami Badibanga avait la nationalité d'origine. Il a perdu la nationalité d'origine parce qu'il a accepté d'acquérir la nationalité étrangère. Et la nationalité étrangère, la nationalité congolaise étant une et exclusive, elle ne peut pas être détenue concurremment avec une autre nationalité. La conséquence logique, c'est quoi? C'est que lorsqu'on lui délivre l'attestation de recouvrement de la nationalité congolaise d'origine, c'est que Sami Badibanga est redevenu congolais d'origine. Il a récupéré ce qu'il avait perdu, et ce qu'il avait perdu, c'est le recouvrement de la nationalité congolaise d'origine. Mais si on dit que maintenant il a la nationalité congolaise d'acquisition,
C'est comme si le mot recouvrement n'a pas son sens. Parce qu'il n'a pas recouvré la nationalité belge. Il a recouvré la nationalité congolaise d'origine. Et même dans l'attestation, c'est bien mentionné, attestation de recouvrement de la nationalité congolaise d'origine. Et qu'on l'invalide en disant qu'il a la nationalité d'acquisition, ça veut dire que ces gens qui sont toujours dans la magouille, parce qu'ils s'étaient crus intelligents, ils sont rattrapés par leurs propres mensonges. Donc c'est du n'importe quoi dans ce pays, et ça montre qu'effectivement les institutions travaillent pour le compte d'un individu et sont prêtes à sacrifier les lois du pays pour défendre les intérêts d'une famille politique, et cela est tout à fait inacceptable. Alors, maître, retirez une question avant que je puisse vous poser la dernière. Est-ce que, dans le contexte actuel, les élections organisées seront-elles crédibles? La lutte politique, il faut continuer à la mener. On ne peut pas continuer à croiser les bras et penser que nous allons acquérir notre liberté, nous allons acquérir les valeurs auxquelles nous croyons si nous ne nous battons pas pour ces valeurs-là. C'est ça le problème. Donc, le peuple a déjà eu une victoire, et cette victoire, c'est le fait que M. Joseph Kabila ne peut pas se présenter pour un troisième mandat. Mais la famille politique à laquelle appartient M. Joseph Kabila et lui-même en tête, ces gens veulent torpiller les processus démocratiques. C'est à nous, en tant que peuple, de nous battre pour nous approprier notre processus démocratique. Notamment le fait qu'ils veulent tricher aux élections, c'est ainsi qu'ils insistent sur la machine à tricher pour gagner. Nous disons non, nous devons aller aux élections avec le bulletin à papier, parce que c'est cela qui est prévu au point 39-40 du calendrier électoral. L'autre bataille, c'est en rapport avec les fichiers électoraux. Beaucoup de fictifs, des gens sans empreinte, alors qu'effectivement, c'est leur technique pour pouvoir prendre tous les noms des fictifs, les bulletins pour les fictifs, et donner à leurs candidats qui ne représentent pas grand-chose, et compte tenu du bilan lamentable, qui ne pourrait pas être désigné ou en tout cas élu par le peuple. Donc c'est à nous, en tant que peuple, de nous approprier les processus électoraux, d'obtenir les mesures de décrispation politique, l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre, ainsi que l'inclusivité et toutes les autres valeurs auxquelles nous croyons, pour que ce processus soit crédible, démocratique et apaisé. Donc c'est à nous de pouvoir faire cela, et nous allons continuer ce combat jusqu'à ce que le peuple gagne, parce que le peuple gagne toujours. Prenez votre question. Est-ce que vous pouvez la lire et y répondre en 2 mots? Que doivent faire les opposants pour défendre leur cause? D'abord, les opposants doivent rester unis. Aujourd'hui, on entend deux fois des gens à gauche, à droite, en train de poser les actes d'irresponsabilité. C'est pas bon. Notre unité vaut plus que notre division. Les gens de l'UDPS. Bon, mais écoutez, moi je ne veux pas contribuer à la division de l'opposition en me mettant en ce moment à critiquer une autre opposition. C'est vrai que des fois il y a quelques petits écarts de langage, mais on peut les régler en famille. Donc restons unis, battons-nous et développons une compréhension commune, battons-nous pour que l'alternance à laquelle notre peuple croit puisse devenir une réalité. Et pour cela, l'unité de l'opposition s'impose. Dégageons un candidat commun de l'opposition, battons-nous pour l'inclusivité, battons-nous pour les mesures de décrispation politique, battons-nous pour l'abandon de la machine à tricher pour gagner, et battons-nous pour un fichier électoral crédible, et mettons en place des mécanismes de surveillance électorale à travers la mutualisation des efforts pour que nous puissions avoir des témoins dans tous les bureaux de vote. C'est dans ces conditions-là que nous allons gagner cette élection, et que nous allons offrir à notre peuple non seulement l'alternance, mais aussi l'alternative. Et nous, au niveau de l'UNC, nous croyons à toutes ces choses. Ce sera votre dernier mot, maître Gabin Loulendo. Je vous remercie de tout cœur. Je vous souhaite à vous et à votre candidat plein vent. Nous pensons que le Congo de demain ne sera pas ce qu'il a été hier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Luc, et surtout merci pour l'échange.